Si jamais et d'aventure, les libéraux se sentent des chatouillements électoraux parce qu'ils ont une bulle, un bouton de fièvre dans les sondages et que ça leur donne le goût d'y aller plus vite, tant mieux. Mark Carney est excellent pour une économie qui favorise les milliardaires. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il est quelqu'un qui va prioriser vos besoins comme travailleur? Le chef du Bloc québécois est celui du NPD qui commentait les sondages publiés la semaine dernière, qui placent les libéraux au coude à coude avec le Bloc au Québec. Alors, effet Carney, comme le laisse entendre M. Singh, ou l'élan patriotique qui a été suscité par la menace de tarifs qu'a brandi Donald Trump, sommes-nous devant une nouvelle dynamique? Alex Chantal Michel, bonjour. 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 Bon, il y a eu le premier sondage léger là, qui plaçait les libéraux au coude à coude, puis ensuite, il y a eu le Palace un peu plus tard dans le courant de la semaine qui, lui, donnait des chiffres nationaux pas mal meilleurs pour les libéraux. Alec, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est une petite bulle ou il y a quelque chose qui est en train de se passer? Comment vous l'interprétez? Bien, on pouvait en ajouter des sondages. Là. Il y avait le Ipsos aussi vendredi qui montrait un resserrement de l'écart. En fait, je ne compte plus le nombre de maisons de sondage différentes qui montrent que les libéraux et les conservateurs sont dans une course un peu plus serrée qu'elle l'était. Évidemment, les conservateurs sont encore largement favoris s'il y avait une élection maintenant, gouvernement majoritaire, mais la dynamique en cours, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que l'appétit de changement des Canadiens, je pense qu'il est encore présent. Mais étant donné que Justin Trudeau a quitté et qu'il y a un changement également du côté libéral, qu'on peut donc combler cet appétit de changement-là chez bien des Canadiens en gardant la marque libérale, pour bien des gens, c'est important. On vote libéral, on vote toujours libéral. Mais là, il y a un retour, on a l'impression qu'il y a un retour au bercail de libéraux naturels qu'ils avaient peut-être désertés et qui se disent, bon, Mark Carney, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est différent, est-ce que c'est l'homme de la situation étant donné ce qui se passe aux États-Unis? Donc, les gens reconsidèrent actuellement, une partie de l'électorat reconsidère la dynamique actuelle à Ottawa, puis ça fait en sorte qu'il y a un resserrement dans les intentions de vote entre les conservateurs et les libéraux. Puis on regarde les sondages, c'est plus difficile pour le Bloc québécois parce qu'au Québec, les gens se demandent effectivement si on ne devrait pas rester avec le gouvernement libéral. Puis c'est plus difficile pour le NPD. On en parle un peu moins, mais le NPD, depuis 3 ou 4 semaines, est en chute constante dans les sondages. On est rendu à quoi? 15-16% dans certains sondages. Ouais. C'est très bas pour Jack Meeting. Donc, il y a clairement quelque chose qui se passe. Maintenant, il faudra voir combien de temps ça va durer. Ouais. Chantal, est-ce que c'est ça? Le Parti libéral s'est occupé lui-même du goût de changement qu'avaient les Canadiens? Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est la question de l'urne qui a changé. Et c'est la première cause de ce changement-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de se demander est-ce qu'on est fatigué des libéraux. On est en train de se demander, et c'est pareil pour le Parti libéral, qui est la meilleure personne pour gérer la relation canado-américaine, qui est devenue la question qui occulte à peu près toutes les autres questions. Et là, Mark Carney, dans le portrait, il arrive... C'est la bonne personne avec le bon CV au bon moment. D'autre part, Pierre Poilievre profitait beaucoup du fait qu'il n'était pas Justin Trudeau. Jusqu'à un certain point, Mark Carney profite du fait qu'il n'est pas Pierre Poilievre. Et les gens se disent qu'il y a moyen de faire ça sans passer par lui. Il y a eu un premier sondage qui montre que les libéraux pourraient gagner des élections. Ce sondage Palace, quand on a avancé le nom de Mark Carney, donnait une victoire libérale au national. On sent que le sol bouge sous les pieds de Pierre Poilievre, dans le mauvais sens du mot, en Ontario, au Québec et en Atlantique, et c'est les endroits dont il a besoin. Cela dit, Alec parlait du NPD, parce que les tiers partis souffrent de cette question de l'urne modifiée. Ouais. Dans cette course à qui va être premier ministre, ni François Blanchet par vocation, ni Jack Meeting par situation est dans la course. Mais je regardais Justin Trudeau qui tenait ce sommet économique à Toronto vendredi et il était accueilli, mais à bras ouverts, par quelqu'un qui s'appelle Olivia Chow, la mairesse de Toronto, ancienne députée néo-démocrate et conjointe de Jack Layton. Il y avait derrière elle Brian Topp, stratège en chef du NPD, à l'époque de Jack Layton. Il y avait l'ancien président du Congrès du travail du Canada qui est maintenant au Sénat. Et je me disais, les têtes pensantes du NPD ne sont même plus derrière Jack Meeting. Ouais. Michel, au Québec,
Ça m'a un peu surpris quand même la semaine dernière, les résultats, de voir les libéraux venir regagner, reprendre du poil de la bête comme ça aux dépens du Bloc. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que le Bloc avait des chiffres, ma foi, particulièrement favorables dans les derniers mois. Là. Il s'est passé deux choses. La première, bien sûr, c'est pas juste l'élection de M. Trump, mais l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Et là, le 51e État, les tarifs et la dureté de tout ce que M. Trump propose, qui a fait peur à bien du monde. Et Chantal vient de le dire, à un moment donné, dans une situation comme ça, c'est mortel pour les tiers partis. Et le Bloc québécois avait beau avoir une très large avance au Québec, c'est un tiers parti. M. Blanchet ne sera jamais premier ministre du Canada, il est le premier à le dire. Donc, quand on est en train de rechercher un nouveau gouvernement, quelqu'un qui va tenir tête à Donald Trump, on a moins tendance à voter pour le Bloc québécois, c'est évident. Et en plus, M. Carney arrive avec le curriculum à peu près parfait pour la situation. Vous savez, il ne faut pas l'oublier, là, nommé par les conservateurs britanniques, qui sont plus conservateurs que les nôtres, là, comme chef de la Banque d'Angleterre. C'est pas rien comme qualification en économie. Son français n'est pas parfait, mais son français n'est pas mauvais. Alors, mettez tout ça ensemble, ça fait qu'on peut facilement dire, je suis pas sûr que je veux avoir la Chambre des communes avec le Bloc québécois comme position officielle dans une situation comme celle que le Canada va vivre au cours des prochaines années si M. Trump tient parole, puis on n'a pas de raison de croire qu'il ne tiendra pas parole. Ouais. Bon, dimanche dernier, Chantal, il y avait un point de presse de M. Poilievre. On avait l'impression qu'il ajustait un peu son message, qu'il sortait de la taxe carbone, qu'il jouait davantage sur le message Équipe Canada. Est-ce que l'ajustement est difficile ou est complet ou est-ce qu'il est allé assez loin, d'après vous? C'est un ajustement forcé. On pourrait dire que les conservateurs se résignent à se rendre compte que la conversation qu'ils voulaient avoir avec les Canadiens n'est pas celle que les Canadiens sont en train d'avoir et qu'ils ne sont pas dans cette conversation-là. Ça fait du tort au Parti conservateur que le Parlement ne siège pas, mais ça ne les aide pas que personne dise vite, faisons revenir le Parlement. Et là, il y aurait des élections où le choix, ce serait Pierre Poilievre et personne. C'est pas, les électeurs veulent le choix qu'on va leur offrir. Mais le problème de Pierre Poilievre va plus loin que ça. À moins d'être de la thèse de l'abdication devant Donald Trump, il ne peut pas dire des choses très différentes. Il n'y a pas 50 choses à dire sur comment répliquer à Donald Trump. Et en plus, à chaque fois qu'il parle de quelque chose, il a parlé de la frontière. On a réglé en partie le dossier de la frontière. Et il a parlé du fentanyl. Je ne suis pas convaincu que les Canadiens veulent un grand débat sur combien de temps on va envoyer les gens en prison sur le fentanyl. Et lui, il vit de critiquer les libéraux et d'être extraordinairement négatif. Mais il ne peut pas être négatif à l'égard des efforts du gouvernement du Canada sur ce front-là, sans avoir l'air de vouloir torpiller la cause du Canada à un moment où les gens disent « le drapeau nous appelle ». Et il faut passer par-dessus ça. Et sa ligne, si vous n'êtes pas partisan, vous faites revenir le Parlement. À part un petit cercle de gens qui s'intéressent à la chose parlementaire, ça fait vibrer à peu près personne. Avec l'autre problème, puis vous l'avez souligné à votre émission la semaine dernière, c'est les candidats à la succession de M. Trudeau commencent à avoir un discours, des propositions qui ressemblent beaucoup à des propositions qu'on entendrait de candidats conservateurs. Oui, on sent une volonté là, de recentrage, de mettre de côté l'héritage de Justin Trudeau et de ramener le Parti libéral un peu plus au centre. On l'a vu avec la taxe carbone. Je pense que jour 1, et Freeland et M. Carney avaient mis la taxe au carbone au rencard. On a parlé de projets de pipeline, de transport de pétrole, de gaz, d'oléoduc, atteindre plus rapidement les dépenses militaires, là, la fameuse cible de 2 % de l'OTAN. Là, il y a comme une surenchère. Là. C'est 2030 pour M. Carney, 2027 pour Chrystia Freeland. Je me demande si Karina Gould ne va pas promettre que ce soit en mars prochain. À un moment donné, ça devient un peu trop, mais on voit là qu'il y a cette volonté-là là, de pouvoir aller chercher des Canadiens qui trouvent que le Parti libéral qu'ils connaissent a penché pas mal à gauche dans les dernières années, qui sont tentés par le Parti conservateur, puis qui là regardent l'offre, puis on essaie de leur donner quelque chose d'un peu plus au centre de l'échiquier politique. L'autre difficulté, puis je fais juste une petite parenthèse sur Pierre Poilievre, c'est
Il a beaucoup répété que le Canada était brisé, que tout allait mal, puis qu'il fallait se débarrasser des libéraux. Puis il y a beaucoup de choses qui vont pas bien au Canada. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand ce slogan-là revient dans l'actualité, les gens se disent « on n'est pas aussi brisé qu'aux États-Unis Ouais. ». Ça, c'est un pays brisé. C'est plus difficile maintenant de faire ce point-là pour Pierre Poilievre. Et oui, c'est ça. Ça complique parce que là, ça fait en sorte que dans la tête des gens, on fait des liens directs entre M. Poilievre et M. Trump. Chantal? Mais on cherche aussi son équipe. Parce que dans le moment, on voit une équipe libérale. Maintenant que M. Trudeau est moins dans le milieu du portrait, et Mme Freeland en passant, on voit Dominique Leblanc, on voit le ministre Wilkinson, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly. Et là, de plus en plus, moi, je me fais demander, c'est qui le ministre des Finances de Pierre Poilievre? Depuis qu'il est devenu chef, ça a été lui et lui. Et on n'a pas vu un conseil des ministres de rechange avec des gens dont on peut dire, quand le ministre des Finances du Québec, M. Girard, a manifesté de l'intérêt, on lui a fait dire que ça n'intéressait pas les conservateurs de l'avoir comme ministre des Finances. Mais à la fin, les gens vont faire autre chose à partir de maintenant que de regarder Pierre Poilievre contre Justin Trudeau. Ils vont vouloir voir l'armature du gouvernement qui les défendrait. Et dans le moment, on ne la voit pas. Ouais. Michel, on a beaucoup parlé de ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, de l'impact que ça avait ici, mais on a géré dans les derniers jours quand même une situation pas facile. Dimanche dernier, on parlait de tarifs qui nous pendaient au bout du nez. Lundi, on les a évités de justesse. Est-ce que Ottawa a bien géré cette question-là et se prépare adéquatement pour la suite des choses dans moins d'un mois maintenant? Est-ce qu'on a bien géré cette situation-là? Oui. Est-ce qu'on prépare adéquatement pour la suite des choses? La réponse, c'est on ne peut pas s'y préparer. C'est M. Trump qui est aux affaires et il est totalement imprévisible. Alors, on peut faire des plans théoriques, mais on ne peut pas savoir. Et là, actuellement, M. Trump, il n'est plus dans les tarifs, il est dans refaire l'État américain à son goût et en faisant des changements parfois extraordinairement dramatiques, juste sur la base de sa volonté, comme s'il n'y avait plus de congrès, comme s'il n'y avait plus rien. Alors, le Canada, d'abord, n'a pas à s'en mêler et y répondre, mais d'autre part, ça n'aura pas nécessairement d'impact au Canada. Ce qu'il faut gérer actuellement, c'est la frontière, c'est notre relation avec M. Trump de personne à personne et la question des tarifs. Mais ce que M. Trump fait, nuit nécessairement à des gens au Canada parce que les gens font des relations et ça nuit à Pierre Poilievre. Ça peut pas être autrement. Plus on est conservateur, plus on dit bon ben les libertés civiles sont pas très importantes. Je peux passer sans les institutions. Vous savez bon, on me dira il a fermé l'équivalent américain de l'ACDI. M. Harper avait fait la même chose, vous me direz. Mais quand on regarde ça, c'est pas tous les Canadiens qui se reconnaissent dans cette politique-là. Alex, je vous ai vu réagir. Oui, bien, ce qui est quand même fascinant. Moi, j'ai reçu Dominique Leblanc cette semaine à mon émission, ministre des Finances, qui est la personne qui a le plus de contact avec Howard Lutnick, le futur secrétaire au commerce. Et honnêtement, ils n'ont aucune idée de ce que les Américains ont en tête pour les prochaines semaines. On parlait d'un nouvel accord structurant avec le Canada. Je lui disais, en 30 jours, vous ne serez pas capable d'y arriver. Il dit, on verra ce qu'ils ont en tête. On peut faire un accord parallèle. 30 jours, là, 30 jours pour négocier quelque chose. Et on n'a pas commencé à négocier parce que Howard Lutnick n'est toujours pas officiellement confirmé par le Sénat. Il s'attendait à ce que ce soit cette semaine. Ça va être dans les prochains jours, probablement. Et donc, il n'y a pas de négociateur américain. On vient de brûler une semaine, là. Il en reste 3. Et on va demander des choses importantes, là, la gestion de l'offre, le secteur automobile. C'est impossible d'y arriver en 30 jours. Puis le Canada ne sait pas dans quoi on s'embarque. Alors, est-ce que c'est vraiment ça la demande? Est-ce que ça va être autre chose? Est-ce qu'il va penser finalement à un autre sujet? On n'en a aucune idée. Alors, c'est très difficile de se préparer pour quelque chose qui est aussi imprévisible que les prochaines semaines. On espère juste qu'il y a des gens autour de lui qui fassent entendre raison puis qui passent à autre chose. Parce que renégocier quelque chose comme il semble vouloir le faire en quelques semaines, moi je ne crois pas à ça. Alex, Chantal, vous avez le mot de la fin, oui. Et d'autre part, il a commandité une commission pour examiner toute la question du commerce des États-Unis avec le reste de la planète. Ça inclut le Canada et la date limite pour le rapport, c'est le 1er avril. Alors, on ne s'en va pas vraiment dans ce genre de négociation-là. Puis, M. Trudeau, vendredi,
à ce sommet économique et il pensait que les micros étaient partis. Oui. Mais on l'aurait su quand même, il parlait à 250 personnes, entendons-nous, ça n'allait pas sortir du Canada, hein? Mais il leur a dit d'entrée de jeu que lui prenait au sérieux l'idée de Donald Trump de vouloir annexer le Canada parce qu'il est convaincu, M. Trudeau, que Donald Trump veut les minéraux critiques du Canada. Et là, c'est le premier ministre du Canada qui dit à une salle comble de gens d'affaires, moi, quand Donald Trump parle d'annexer le Canada et d'en faire le 51e État, je pense que lui est sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est une idée sérieuse, mais ça vous donne une idée de l'ampleur des inquiétudes du gouvernement canadien. Et de l'imprévisibilité de tout ça. C'est là-dessus qu'on doit se laisser, malheureusement. Alec, Chantal, Michel, merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.